Alors merci François pour déjà pour ton invitation, pour la confiance aussi que l'association nous porte à nous laisser nous exprimer sur des choses que nous avons expérimentées. C'est très important. Ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, je dirais, ça se base non pas seulement sur quelque chose que j'aurais pu étudier ou quoi. Je me base vraiment sur une expérience que j'ai vécue aussi au contact des autres. Donc ce que je voulais vous restituer là, je dirais, c'est aussi la synthèse d'avoir travaillé, et j'ai compté pour à peu près voir combien de personnes j'ai pu recevoir justement dans le cadre de ce travail sur les difficultés karmiques qu'on peut avoir, d'où est-ce que ça vient, cette compréhension d'accompagnement quand des épreuves de vie viennent nous affliger. Sur ces choses particulières qui sont liées au chamanisme, j'ai dû voir au moins plus de 600 personnes aujourd'hui qui sont venues vers moi, aussi bien pour se purifier elles-mêmes ou pour purifier aussi leur lieu de vie. Parce que ces endroits-là sont impactés des mêmes souffrances quand nous y vivons. Il faut bien comprendre ça. François a aussi parlé du deuil périnatal, et juste pour vous dire, aussi dans des expériences qu'on peut vivre, j'ai le bonheur d'avoir 4 filles, et en 2023, 3 de mes filles ont été enceintes en même temps, d'accord? L'une a eu des jumeaux, l'autre une petite fille, et la troisième a dû mettre fin à la grossesse suite à un problème. Donc, et j'ai pu aussi l'accompagner dans ce travail-là pour sortir ces énergies qui viennent s'installer dans notre vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, et quelle est la leçon que je peux en tirer? Donc on pourrait déjà se dire que toute chose qui nous arrive dans notre vie, et je m'autorise à le dire ça, les souffrances, les malheurs, les deuils, les maladies, parce que ça dans mon environnement j'en ai eu plein, jusqu'à un moment donné où j'ai commencé à comprendre, ou à essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que je peux me libérer de ça. D'accord. Donc on va démarrer cette présentation. Si pendant la présentation, ce que je peux vous dire, si vous avez envie d'intervenir, d'apporter, d'avoir une question qui peut être pertinente ou qui peut intéresser tout le monde, bien sûr, surtout n'hésitez pas à lever la main, et puis on y répond sur le vif du sujet. Des fois c'est plus intéressant qu'en fin de débat ou de présentation, et de dire tiens, on revient là-dessus sur des questions. Donc pas de souci pour moi. Si vous avez envie de poser une question pendant, faites-le, c'est avec plaisir. Ok. Donc on va parler de karma et de chamanisme. Alors je dirais dans mon vécu à moi, ce que j'ai pu vivre à un moment donné, ça m'a éjecté du circuit traditionnel, on va dire. Donc comme disait François avant, le métro, boulot, dodo, un jour t'en as marre et tu plaques tout et tu t'en vas. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis parti en Inde. Donc là j'ai rencontré les premiers chamans, j'ai envie de dire, qui justement ont ce lien avec les énergies karmiques, avec le karma, et à travers le bouddhisme tibétain aussi, j'ai beaucoup appris ou essayé de comprendre ce que ça peut vouloir dire tout ça. Ensuite, je suis parti en Mongolie, et c'est là où j'ai rencontré également des chamans, et à ce moment-là, mon initiation chamanique a vraiment commencé. Alors, on va déjà poser un peu les prérequis, avoir une approche. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Donc déjà, il va falloir comprendre le chamanisme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on parlera de ça. Est-ce que c'est toujours quelqu'un qui se bariole la figure, qui saute autour du feu, ou est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? On peut se poser la question. Ou est-ce qu'il faut absolument venir d'une nation première? Ou est-ce qu'à un moment donné, aussi dans le voyage de l'âme et dans l'expérience que nous avons, est-ce que nous aussi, même si nous sommes nés en Europe, est-ce que nous ne faisons pas à un moment ou à un autre, ne sommes-nous pas les descendants d'une nation première? Certainement que oui. Ensuite, de bien comprendre l'interconnexion de toute chose, de tout ce qui est vivant et sensible, tout est interconnecté. Nous sommes tous là, comme nous sommes, interconnectés. Ce que je fais, à un moment donné, ça a une influence sur tout ce qui m'entoure. Et tout ce qui m'entoure, c'est vous. Et tout ce que vous faites, ça a une influence aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on crée des égrégores, en fait. Donc c'est de dire, tout ce que je vais mettre en route, ça a une résonance quelque part, et ça a un impact. Mais pas seulement avec les humains, ça marche avec aussi bien tout ce qui est vivant et sensible et qui est porteur d'une âme, les animaux, les arbres, la nature, tout ce que je ne peux pas avoir, tous ces mondes qui m'entourent, qui sont les esprits de la nature, les esprits de l'eau, etc.
Et là, c'est très important, c'est de comprendre la loi du karma. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait? De ça, on va en parler. Et comment est-ce que ces épreuves de vie, elles viennent vers moi? Et comment est-ce que je peux réagir suite à ces épreuves de vie? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que, quelque part, on s'acharne sur moi et on veut absolument me punir, ou je suis maudit ou quoi? On va voir un peu. Il y a peut-être autre chose là-dedans. Et bien sûr, de comprendre le transgénérationnel. Alors, je sais que vous avez déjà eu Chantal Mégarès le mois dernier qui en a parlé, mais c'est peut-être important de le redire, parce que pour moi, cette énergie-là, c'est elle qui nous conditionne du début jusqu'à la fin. Donc, si je m'y intéresse, si je commence à travailler là-dessus, à comprendre des choses, à comment le faire, ben, je vais quand même bien pouvoir m'aider à moi, mais aussi à mes enfants, à un moment donné, à ma descendance. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'à un moment donné, on va toujours naître au bon endroit. La cigogne, elle a un bon GPS. Elle sait où vous poser. Elle va pas se tromper. Donc, des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce que je fous dans cette famille, quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais c'est le meilleur endroit où vous êtes venu pour, justement, vivre, expérimenter, corriger, refaire, réparer ce que vous avez fait dans des vies d'avant. Et bien sûr, comment cette guérison, elle va s'enclencher? Comment est-ce qu'elle va... est-ce que je suis partie prenant là-dedans, ou est-ce que c'est juste un coup de baguette magique qu'on vient me poser sur le front, et puis ça y est, je suis libéré de tout? Comment est-ce que ça fonctionne? Et ensuite, d'une évolution commune. C'est-à-dire que moi, mon évolution, elle va vous impacter, votre évolution, elle va m'impacter. C'est comme ça que notre monde change, en fait. Alors, si vous avez des questions, vous y allez. Alors déjà, pour parler de chamanisme, de ce chamanisme aujourd'hui, ben on peut déjà dire qu'il existe autant de traditions chamaniques. Ça, on l'a déjà vu l'année dernière quand j'avais fait une présentation. Il y a autant de cultures chamaniques qu'il y a de nations sur Terre, qu'il y a de continents, etc. Donc, et beaucoup de ces traditions aujourd'hui, elles ont disparu, ou elles sont en dormance. On les a enterrées, on les a étouffées. Comme on dit, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Et donc, ce qu'on ne voulait pas, on l'a étouffé dans l'œuf. Très souvent, ces traditions, il y a aussi des transmissions qui sont purement verbales. Et donc, quand on a vraiment coupé le fil des personnes qui savaient, qui avaient la connaissance, bah, à un moment donné, c'est fini. Donc aujourd'hui, il y a bien des personnes qui reviennent aussi dans des cultures celtiques, qui sont beaucoup plus proches de nos, je dirais, de nos régions, dans nos vibrations. Bah, il y a un éveil là aussi qui est en train de se faire, et très souvent ces personnes vont justement aussi aller, je dirais, s'imprégner dans les pays où le chamanisme est encore très présent. Ça peut être l'Asie centrale, ça peut être l'Amérique du Nord, ça peut être l'Amérique du Sud. Ce sont généralement ces trois continents qui sont les plus porteurs dans le chamanisme. Et on sait aussi que l'essence vraiment du chamanisme, elle a pris naissance en Asie centrale, et très certainement autour du lac Baïkal. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Il y a énormément de pratiques et de rites qui ont été trouvés là-bas. Et ce qui est surprenant aussi, c'est de voir que dans ces traditions qui sont maintenant millénaires, il y a beaucoup de symboliques que l'on retrouve d'une civilisation dans l'autre, comme la svastika, etc. Et on pourrait se dire, bah, tiens, comment ils ont fait, ou la conception de l'arbre de vie, ou de la fleur de vie. C'est-à-dire que ça a existé sur différents continents en même temps. Mais à l'époque, il y avait pas, vous n'aviez pas non plus les réseaux sociaux pour le communiquer. Ça veut dire qu'il y a vraiment des énergies qui émanent de l'univers, qui sont venues vers les humains pour leur donner des outils pour avancer. Ça, c'est très important à comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup déconnectés de cette vérité de connexion. Et comme j'ai dit, le chamanisme est universel. Donc, vous pouvez mettre ensemble des chamans qui viennent de n'importe quelle tradition, j'ai envie de dire, ils vont réussir à se comprendre, et ils vont également pouvoir travailler ensemble, parce que le but est toujours le même, j'ai envie de dire, au niveau du chamanisme. Bien sûr, c'est de communiquer avec l'invisible, mais pas seulement avec le monde des disparus. Là-dedans rentrent aussi les guides spirituels. Là-dedans vont rentrer les esprits de la nature, les esprits de l'eau, tous les élémentaux qu'on pourrait dire qui sont là aussi. Là aussi, le chaman va communiquer avec ces énergies-là. Il est là aussi
pour protéger et pour honorer toutes les formes de vie. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à comprendre également, c'est-à-dire, on pourrait se dire, des fois on pourrait dire qu'il y a des chamans qui sont entre guillemets noirs ou qui sont dans des énergies négatives. On ne parle plus de chamanisme, là on tombe dans des pratiques de sorcellerie noire et des choses comme ça n'a rien à voir. Un vrai chaman, c'est quelqu'un qui va toujours défendre et qui va protéger. Sinon, on n'y est pas. Si c'est très important à comprendre aussi, si vous allez un jour voir quelqu'un comme ça, c'est une personne qui devra toujours œuvrer pour le meilleur de tout le monde. Il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de condamnation à donner ou de vouloir envoyer quelque chose de mal à quelqu'un, ce n'est que du travail de libération. C'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. On honore bien sûr les ancêtres, c'est la base du chamanisme, ça l'a toujours été, et on comprend aussi pourquoi, parce que dans le transgénérationnel, je vais justement trouver toutes les réponses à mes questions, bien souvent. De ce fait, il est aussi important de connaître l'histoire de sa famille. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un s'il se souvient du prénom de son grand-père, ouais, l'arrière-grand-père, il est parti. Dans beaucoup de familles, ça n'y est plus. Ça vient aussi des familles recomposées, etc. La souche, elle a disparu. Il y a toute une mouvance. L'arbre, il a plus de racines. Comment est-ce qu'il peut tenir un arbre s'il n'a pas de racines? Il y a un réel problème là-dedans aussi. Et bien sûr, le chamanisme, pour moi, c'est... Oui. On dit, son histoire, c'est plus personne. On est bloqué, c'est extrêmement difficile de retrouver des... Après, la médiumnité peut aider, donc à un moment donné, mais là on est sur des choses qui peuvent être qualifiées presque de subjectives, parce qu'on ne peut plus les tracer. En France, on a aussi le problème de la Révolution française, 1789, il y a beaucoup de registres d'églises qui ont été détruits, qui ont été brûlés, et quand on veut faire un arbre généalogique, ça pose problème. Donc faire un arbre généalogique, c'est pas seulement intéressant ou de savoir d'où on vient, mais on va aussi trouver très certainement et comprendre d'où certaines problématiques peuvent émaner. Toutes ces énergies qui traversent, si je vous expliquerai un peu ces énergies, ce que c'est. Donc, et comme dit, c'est une pratique spirituelle vraiment de communication, de guérison et toujours de purification et qui doit pousser vers une évolution qui, elle, est permanente. Ce qui est important aussi de rentrer là en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui nous sommes qui nous sommes, dans le corps physique dans lequel nous sommes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout qui nous avons été avant et qui nous serons encore dans les prochaines vies à venir. Donc on se regarde d'une façon un peu plus large. On ouvre un peu cet espace de compréhension là. Il y a des questions déjà là-dessus pour le chamanisme ou... Oui. Alors, elles existent aussi. Personnellement, je les connais moins. Et il y a une chose aussi, la tradition africaine. Personnellement, je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'énergies plutôt négatives que moi je qualifie de négatives qui sont là-dedans, où on joue un peu avec voilà. Je suis pas toujours confiant avec ce qu'on veut vraiment faire. Vous voyez. Donc je fais attention à ça. Je les connais pas assez, donc je m'y suis jamais, mais j'ai jamais été attiré vers elles. En plus, dans toutes les traditions chamaniques, vous trouvez les esprits des animaux qui sont très présents dans leurs traditions, dans les traditions africaines. Elles y sont pas. Ils sont beaucoup sur les esprits noirs, etc. Il y a beaucoup on essaie toujours d'honorer quelque chose de puissant qui peut être aussi dans son essence des fois un peu négatif et qui à ce moment-là va être bénéfique pour nous dans la vie qu'on a maintenant. Mais là, des fois, vous pouvez un peu jouer à faux. Ça existe, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux attirer vers moi plein d'abondance, plein de belles choses. Il existe des choses, je connais des gens qui pratiquent des rituels pour ça, mais je me demande aussi vers où elles se dirigent après coup quand on a fait ça. Vous voyez, ou d'essayer d'influencer quelqu'un, c'est-à-dire par exemple de dire moi je voulais absolument séduire ma compagne et puis j'y arrivais pas naturellement et j'ai fait quelque chose dans le sens pour influer sur son libre arbitre. C'est moyen comme pratique. Vous voyez, donc moi je me fie beaucoup
à mon ressenti en fait. Quand quelque chose commence à me repousser, puis ça me le montre assez rapidement, même dans la matière, que ça colle pas, bah j'y vais pas. Donc alors peut-être juste simplement que c'était pas fait pour moi, et puis voilà. Mais c'est d'où pourquoi je les ai laissés un peu de côté. Ouais. Mmh. Le chamanisme va toujours exister parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont se connecter au spirituel et qui vont se connecter à ces énergies-là. Et l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, elles font vraiment partie d'une évolution sociétale. Et moi, à un moment donné, aujourd'hui, je crois qu'on se dirige vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas forcément que lumineux. On est en train de se diriger vers quelque chose où notre civilisation, bah peut-être comme on peut le comprendre, c'est ce que raconte par exemple la tradition hindoue, où à un moment donné vous aviez un peuple qui était les Aryens, qui ont vécu, etc. Il y a eu la guerre du Mahabharata, le monde a été détruit, il a recommencé, etc. Bah qui sait, on est peut-être sur un cycle comme ça, hein. Un énervé, voilà. Mais on a toujours le libre arbitre et on peut intervenir là-dessus. Et plus il y a de conscience qui commence à, waouh, tu sais, Eureka, là, il y a un truc qui m'interpelle, ben on peut tout changer en fait. On l'a vu hein, pendant le Covid. Regardez quand on s'est dit ça y est, la Terre elle est foutue, la pollution elle nous a avalé, et au bout d'un mois, bah tiens, les dauphins ils reviennent dans Venise. En Inde, ils voyaient les montagnes que les enfants n'avaient jamais vues, etc., etc. Donc ça va vite quand même. Il y a toujours. Mais ça c'est à nous d'y aller. C'est aussi l'histoire du colibri. Je dirais là, vous voyez, chacun a sa petite graine, sa petite goutte d'eau à apporter. Et si on est beaucoup de colibris, ça fera beaucoup d'eau. Donc, faut surtout pas hésiter à aller dans ce sens. Voilà, donc comme j'ai dit, des traditions différentes. Là, j'étais parti en Mongolie, on a fait un joli festival. Puis là, on a 3 chamans qui viennent de 3 horizons différents. Mais on a travaillé ensemble, on a fait des rituels ensemble. Et c'était quelque chose qui était très porteur dans l'énergie. Ce sont des rituels qu'on fait aussi pour... Par exemple, la Mongolie est un pays qui souffre beaucoup de l'exploitation minière qui est faite par les pays occidentaux, par les Japonais, les Américains aussi, les Canadiens qui viennent et qui ruinent vraiment ce pays. Et donc on a tous travaillé ensemble pour justement protéger cette terre qui aujourd'hui a vraiment gardé un côté très... La première fois où je suis allé en Mongolie, j'avais l'impression que je rentrais dans un jardin d'Éden. C'est-à-dire que là où vous regardez, bah il y a pas de route, il y a pas d'infrastructure, il y a pas de bâtiment. C'est un océan de verdure, il y a des animaux qui vivent libres, il y a de l'eau qui court, t'as soif, tu bois dans la rivière. C'est bien. Vous voyez, c'est ces choses-là qui valent le coup d'être défendues aussi. Autre chose qui est super intéressante et qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que tout n'est que énergie et fréquence vibratoire dans notre vie. Si nous prenons on se met sous un microscope et on se regarde, eh bien qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que de l'énergie qui court à un moment donné. Donc on fait partie de quelque chose et là on peut comprendre aussi toute notre interconnexion. Notre âme, c'est de l'énergie pure. Et ça c'est un texte donc qui dit que tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à apprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir créateur là qui est mis en avant et en conscience. Hein, quand on sait ce qu'on veut et quand on travaille en ce sens, quand on le visualise, eh bien tu te relis à cette réalité et c'est là qu'elle va se manifester. C'est mathématique, c'est pas autrement. Hein, c'est pas de la philo, c'est vraiment de la physique. Et celui qui l'a dit, c'est Albert Einstein. Donc ça, c'est un des premiers grands je dirais physicien quantique qui a mis ça en avant. Le tout premier, c'était en fait un moine du bouddhisme tibétain au 8e siècle qui est parti du Népal sur l'invitation du roi du Tibet. Il a apporté le bouddhisme au Tibet. C'est comme ça que le bouddhisme tibétain est né. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait cette conscience-là. Et il existe aujourd'hui des grottes de méditation dans l'Himalaya. J'y avais été pour le voir, c'est assez impressionnant à voir. Vous voyez l'empreinte d'une main, l'empreinte d'un pied. C'est-à-dire que cet homme, il était tellement dans la connexion à l'élément
dans sa méditation qu'il a laissé son empreinte. C'est-à-dire que sa fréquence vibratoire, c'était celle de la montagne, et il lui a mis son empreinte. Et on voit une main qui est imprimée dans le flanc d'une grotte de méditation. Nikola Tesla aussi, qui dit pareil. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, savoir comment la vie elle fonctionne, eh bien, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est que ça. Tout le travail même d'un médium, c'est changer son taux vibratoire. Ça ne parle que de ça. Et Philippe Guimand, qui est un des plus récents, moi j'aime beaucoup ses livres, et puis il a aussi toutes ses chaînes YouTube où il explique beaucoup de choses, où il vulgarise énormément. Donc moi je vous invite vraiment, si ce côté-là vous intéresse, c'est à le suivre et à l'écouter. C'est également un ufologue passionné, donc il apporte beaucoup d'enseignement et de compréhension. C'est quelque chose qui est très intéressant à découvrir. Et lui, sa définition de la vie, en fait, c'est ça. Le V, c'est la vibration. Le I, c'est l'information qui circule là-dedans et qu'on y apporte. Et le E, c'est l'énergie. Et cette énergie, en fait, qui est éternelle. Une énergie où vous ne pouvez pas la détruire, elle peut se transformer, mais on ne pourra jamais l'éliminer. De là aussi, on peut tout simplement expliquer la survivance de l'âme. Il n'y a aucun doute pour lui de dire, voilà, une âme, c'est quelque chose qui survit tout le temps, elle change de forme, elle évolue. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait entre les différentes vies, etc. Pour moi, c'est vraiment un océan d'informations où on revient dedans et on est interconnecté à tout. Et ça, vous pouvez le joindre quand vous prenez un peu des habitudes de méditation. Très facilement, vous pouvez entrer dans ces énergies-là. C'est là aussi où les guérisseurs entrent pour aller chercher des informations, pour aller chercher aussi des énergies de guérison. C'est-à-dire, j'adapte ma fréquence vibratoire qui change au renseignement ou à l'énergie que je veux aller chercher. Ça va pour l'instant, ça, ou ça vous... Donc ça, c'est le livre La Roue du Temps, qui est intéressant à lire de Guillemot. C'est assez simple de lecture. C'est pas quelqu'un qui va vous perdre dans des énoncés trop compliqués. On arrive, pour un béotien comme moi, j'ai réussi à le lire, donc je pense que beaucoup de personnes doivent y arriver si on en a l'intérêt à un moment donné. Et donc cette fameuse interconnexion, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et où j'ai compris à un moment donné que, eh bien, tout ce que je fais, dis et pense, ça va influencer tout ce qui m'entoure. Et c'est pareil pour vous. C'est-à-dire si, par exemple, on parle souvent aussi de mauvais sorts, etc. Je suis dans ma voiture, on me fait une queue de poisson, le mec, je le traite de tous les noms d'oiseaux. C'est pas très positif ce que je lui envoie. Ça peut vraiment avoir une répercussion sur lui. Donc des énergies comme la jalousie, etc., la colère, ça génère beaucoup de négatifs. Et pour moi, c'est ça. Nous venons tous d'une même source. Nous sommes tout à fait égalitaires. On est taillés dans le même marbre, si on veut dire. Mais les animaux, toutes les créations de la nature, les arbres, les pierres, tout ça, où il y a un esprit qui vibre dedans, une âme qui vibre dedans, eh bien, viennent de la même source. Il n'y a pas de différence là-dedans. Vas-y. Oui. Il y a un esprit dedans. Il y a un esprit dedans qui est certainement à un moment donné différent d'une âme qui peut incarner un humain ou un animal, tu vois. Là, entre les deux, je fais aucune différence. L'âme d'un animal, c'est l'équivalent d'une âme qui est dans le corps physique d'un humain. C'est juste le véhicule qui change, mais l'âme, c'est la même. Et pour les pierres, c'est pareil. Donc là, il y a vraiment des esprits qui résonnent dedans et on travaille beaucoup avec des pierres. Et ce qui était arrivé à Karina pendant un soin, donc on avait fait un soin à une personne qui était vraiment dans des énergies assez négatives. Et elle avait un petit cristal de roche qu'elle utilisait énormément. Et à la fin du soin, le cristal de roche, lui, il avait éclaté à l'intérieur, il était tout noir. C'est-à-dire, il s'était mis en barrage. I told them the story of your crystal. Et il avait vraiment, il s'était sacrifié pour elle. Ça, il avait fait voilà, il a fait le barrage énergétique pour qu'elle, ça ne la touche pas. Donc on est tous liés, on vient tous du même endroit. Je pense que c'est la pire des choses que de s'imaginer que l'incarnation humaine,
c'est la fleur de la, hein, parce que quand vous dites, on parlait avant d'évolution sociétale, quand tu vois où on va, c'est quand même triste. Quand on regarde ce qui se passe sur Terre, etc., etc., c'est quand même triste. Alors si nous on est la cerise sur le gâteau, merde, le reste il est pas mangeable, quoi. Non mais c'est sérieux. Quand même, soyons humbles, hein. Je dis, on a beaucoup à apprendre. Et donc nous sommes interdépendants avec toutes les formes d'existence. Là c'est Jésus qui disait, ce que vous faites au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que là, on peut le positionner aussi dans le sens de l'univers. Si je fais du mal et si je fais du mal à l'univers entier, à un moment donné, je lance cette énergie dans l'univers. Et donc ça, tous nos actes, nos paroles, nos pensées, surtout, sont extrêmement créateurs dans leur énergie, et on peut vraiment appeler sur nous. Vous voyez, on a aussi eu le cas d'un jeune homme dont le grand-père était mort à 33 ans. Et lui, il a dit, je vais mourir à 33 ans. Donc, il fallait le déprogrammer pour qu'il y aille pas. Mais autrement, il y allait lui aussi. Je veux dire, si vous pensez vraiment, et la pensée, c'est pas la pensée mentale du style, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va, ça marche pas. Et c'est quelque chose que vous devez vibrer, c'est quelque chose qui prend racine en vous, et que vous rayonnez vraiment, et qui sort de vous. Donc il y a tout un apprentissage, il y a toute une culture de la pensée à développer, et c'est ça que nous devrions aussi apprendre à nos enfants, c'est à avoir une pensée plus altruiste dans le partage, vraiment de vibrer les choses, plutôt que dès l'âge de 3 à 4 ans de les mettre à l'école et de leur initier tout de suite un esprit de compétition. Il faut être le premier, il faut gagner, tu vois, il faut être le meilleur. Et comment on peut faire justement quand on a conscience de cette loi d'attraction, enfin pas positif, mais d'attirer la bonne énergie, oui, mais que le mental il est présent où on a les pensées toujours négatives, à tourner en boucle, et qu'on n'arrive pas à vibrer ça justement. Alors c'est l'entraînement. Quand vous voulez pratiquer un sport ou de la musique, tu vois, par exemple, tu as envie d'apprendre à jouer du piano. Au début, tu apprends le solfège, c'est un peu compliqué, etc. Mais au fur et à mesure, ça va venir. Et puis, mais pour devenir un vrai virtuose, il va falloir avoir de la pratique. Il va falloir que je travaille des heures et des heures. Si je veux devenir un bon sportif, mais il va falloir que je m'entraîne à un moment donné et que je mette vraiment de l'effort là-dedans. Et ça, c'est l'effort de la méditation où à un moment donné, j'apprends à mon mental à rester calme. Le mental, c'est quoi? C'est pas un ennemi, c'est votre meilleur ami. Parce que lui, il est relié à votre corps physique. Tu vois, lui, il va te dire, regarde, là, il pleut ou il fait très froid, tu prends un parapluie, tu mets un manteau. Vous arrivez au bout d'une falaise, vous regardez en bas, il va dire, oulala, approche-toi pas, tu vas tomber. Ce sont tous ces réflexes-là que le mental vient vous envoyer. Si vous vous asseyez, vous dites, tiens, je vais méditer, vous faites ça pour la première fois. Il faut que j'aille chercher du pain. Il faut que je fasse une machine à laver. Qu'est-ce que je fous ici? Je vais jamais y arriver. Ça y est, tu vois, c'est le mental, il t'envoie des signaux pour aller te sauver. Alors, faut lui parler, faut lui expliquer. Il y a des méthodes, il y a des techniques là-dedans. Et au bout d'un moment, lui, il va se dire, tiens, elle médite, c'est bon, moi, je vais aller boire un petit café, je la laisse tranquille, je reviens après. Tu vois? C'est vrai, il y a beaucoup d'implication dans le vertueux, dans l'effort que je fournis pour aller vers quelque chose là-dedans. Ça va être bien. Et ça, alors ça c'est une phrase, quand je la mets, Karina, elle me dit toujours, elle dit, fais attention quand même, parce que là, tu sais, quand tu as traversé un peu le désert de la souffrance et tout, et puis je me dis, j'autorise de le faire parce que j'y étais. Donc, tout ce qui nous arrive à un moment donné, et je mesure mes mots, et tout ce que j'ai pris comme à un moment donné, moi j'étais le François Perrin comme dans le film, tu sais. Je dis, il y a un pot de fleurs qui tombe, je dis, bougez pas les gars, il est pour ma gueule. Et ça manquait pas. C'est moi qui ramassais. Tu vois, et tu le savais que c'était pour toi. Mais on est vraiment acteur et créateur de tout ce qui nous arrive. Mais on l'a pas créé dans cette vie-là. Souvent. Ce sont des choses qui nous caractérisent, qui font partie sont les mémoires cellulaires qu'on peut porter. C'est notre ADN qui est ainsi programmé, on va en reparler de ça après.
Et à un moment donné, quand on comprend déjà ça, que je suis pas victime de ça, quelque part, j'ai été acteur aussi, qui m'a amené sur ce chemin de souffrance que j'ai traversé. Ok, elle dit, t'es à la moitié du temps. Donc, c'est les Suédois, c'est des Vikings, vous voyez ça. T'as l'impression que t'es tranquille. Donc voilà, encore un truc, je suis pas la victime, c'est moi qui l'ai créé ça. Causalité et karma. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup, et ça m'a tout de suite beaucoup attiré. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, écouté des enseignements, surtout dans le bouddhisme tibétain, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tout porte à conséquence. La moindre des choses, oui, allez-y. Désolé. Ah ben ils sont très liés en fait. Et pour moi, ce sont deux énergies qui sont très similaires entre le mental et l'ego, qui sont vraiment reliés à notre vie du ici, du maintenant, du physique. On a besoin de mental, on a aussi besoin d'un ego, etc. Parce que ça nous aide à avancer. Mais à un moment donné, ce sont des choses qu'il est bon de savoir mettre en sourdine quand on en a besoin et de pouvoir l'utiliser, je dirais, à bon escient. On est même dans la protection de votre vie, c'est-à-dire vous allez avoir faim, lui il vous envoie les signaux, il faut que tu manges, vous avez soif, il va vous dire il faut boire. Imaginez, c'est bien comme remarque ça, parce qu'imaginez vous dites tiens je vais faire un jeûne de 3 jours, ou je vais faire un jeûne intermittent, tu vois, je vais manger toutes les 16 heures. Vous aurez jamais autant faim que parce que vous avez pris cette décision-là. Donc ça c'est votre mental qui vous dit mais il faut que tu puisses manger quand tu as faim. Il faut que tu te préserves et c'est lui qui envoie ces signaux. D'où la nécessité vraiment de s'entraîner en méditation, à lâcher prise, à rentrer dedans. Enfin, pour moi, c'est une technique que j'utilise et ça permet à un moment donné d'avoir plus de résilience. Tout à fait. Parce qu'il est éduqué par rapport à ça. Tout à fait. Donc, on a compris, tout porte à conséquence et ça, c'est l'univers, il fonctionne comme ça. Ce que vous jetez en l'air, ça vous retombe dessus. Donc à un moment ou à un autre, faisons attention à ceux qu'on met en route et à ceux qu'on génère. Et ça c'est c'est ce qu'on appelle en sanskrit le karma en fait. Et le karma c'est quoi? C'est justement la résultante de tout ça. Toutes mes actions ont une résultante. Alors karma c'est pas toujours négatif. Le karma il peut aussi être positif. C'est-à-dire ce que je fais de bien. C'est bien, ce que j'ai fait de négatif, c'est négatif parce que le bien et le mal, ça peut avoir des notions un peu différentes selon qu'on se met dans telle ou telle culture, j'ai envie de dire. Et donc de dire, et ben voilà, et nous portons ça de vie en vie, et karma vient du mot karman qui veut dire en sanskrit faire, mettre en route, agir. Voilà, c'est un peu la signification de ce mot-là. Et c'est lui. Ce sont ces énergies-là qui vont conditionner notre vie. Si on s'y abandonne, je dirais en toute méconnaissance, on y va, on se laisse porter par la vague, ça va complètement nous piloter dans notre vie et ça va même reconditionner nos réincarnations. Dans l'expérience de ce que j'ai mis en route, de ce que j'ai pas compris, je vais le revivre, etc., ça va revenir. Et ça va me faire renaître dans une famille où justement cette problématique elle existe et je vais replonger dedans, voilà, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et là, moi, je fais la différence. Oui. Je viens là-dessus après. Pour ça peut aider déjà. C'est le début de la guérison, mais des fois, ça suffit pas. Et donc, on fait la différence moi, je fais la différence personnellement entre karma et énergie karmique. Ça, c'est quelque chose que mes guides à moi m'ont bien montré. C'est-à-dire karma. Si j'ai fait quelque chose de négatif, je suis obligé de réparer. Histoire de dire, tu vas voir un curé, voilà, t'as volé, t'as tué, etc. Puis lui, il dit, voilà, absolution, qu'à Dieu vous salue Marie, de notre Père, tu rentres à la maison, c'est réglé, c'est faux.
Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça, je vais devoir le réparer quelque part. Mais ceux dont je peux me libérer, ce sont les fameuses énergies que ça a générées et que je porte comme un sac à dos et qui, elles, continuent, on va en parler après, et qui continuent à me programmer. De ça, je peux me libérer. Et donc, je peux faire autrement. Mais, ça va me faciliter le travail quant à dire, je me mets en route pour faire quelque chose de positif. Et là, on les voit, bon, sur cette photo, ce sont vraiment deux notions avec lesquelles moi je travaille beaucoup. C'est l'astrologie tibétaine. Et selon notre date de naissance, on arrive à se positionner sur ces deux dessins. Donc le premier, c'est très simple, hein, ce sont les 12 animaux du zodiaque chinois qui sont là. On est né dans une de ces 12 énergies, ralliées à un des 5 éléments de la médecine chinoise, hein, qui sont le métal, le bois, l'eau, la terre et le feu. Donc, et on est relié à ça. Et selon où je suis placé, sur je suis né, je vais avoir une relation différente avec les 11 autres. Et quand souvent les personnes viennent me voir, on regarde la date de naissance de la personne, celle du conjoint, des enfants, celle des parents, des grands-parents quand on les a, et on va tout de suite comprendre le schéma karmique qui se met en route. Parce que par exemple, si vous êtes né l'année du rat, par exemple, eh bien vous avez un miroir en face de vous qui est le cheval. Donc le cheval, quelqu'un qui est né l'année du cheval, c'est déjà quelque chose, ça va me stimuler, ça va me sortir d'une zone de confort, ça va me faire vivre des choses qui peuvent être compliquées. En plus, si les éléments sont opposés, par exemple du métal et du feu, du bois et du feu, alors là c'est là ça tape, quoi, hein. Je peux vous le dire. C'est que là, on a des choses à vivre. Et ensuite, il y a aussi ceux qui sont à ma gauche et à ma droite. Dans l'astrologie tibétaine, ces deux-là, ils les appellent mort et maladie. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un échange karmique très profond. Et souvent, et j'ai eu le cas 2 fois, la semaine dernière, là, aussi pour nettoyer une maison et une personne qui est venue pour faire un rituel complet de libération, où toute sa famille était dans cette configuration-là. Donc on a compris que là, cette famille, elle est venue pour apprendre quelque chose, pour guérir quelque chose, pour conscientiser quelque chose. Donc ça, c'est important d'y arriver. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je suis venu découvrir? Et là, ces énergies, on va les chercher, et après, on va s'en séparer pour qu'on puisse continuer. En plus, dans le tanka de la roue de la vie, sur ce dessin-là, il y a 12 personnages qui tournent, avec une énergie à chaque fois différente. Et là aussi, selon le jour de naissance que j'ai, je vais tomber sur une expérience particulière. Il y a 12 énergies là. Et chaque jour de naissance correspond à un de ces personnages et on peut voir, tiens, qu'est-ce que je suis venu expérimenter? Qu'est-ce que je suis venu travailler? Et ça, mais c'est hallucinant de vérité. Quand vous le faites, ce calcul, quand vous regardez, vous vous dites, waouh, c'est pas juste quelque chose qu'on a inventé. C'est vieux de 3000 ans, mais c'est extrêmement juste dans l'analyse qu'on peut en faire. Ces fameuses énergies karmiques. Vous avez des questions par rapport à ça? Il y a des super bouquins qui existent. Si vous avez envie de découvrir ça par vous-même, il y a de très bons livres qui sont vraiment faciles d'accès et qui aident à comprendre tout ça. Et donc ces fameuses énergies karmiques maintenant, eh bien on les porte en nous. On les a dans nos cellules, on les a dans notre ADN, elles nous caractérisent, c'est ce qu'on amène sur Terre quand on est. C'est comme la couleur des yeux, les cheveux, la taille, petit, mince, gros, tout ce que vous voulez, c'est là-dedans. Elles sont héréditaires aussi, c'est-à-dire nous les transmettons de génération en génération, et ces énergies-là, elles nous mettent en situation, elles nous conditionnent. Ces énergies, vous les portez comme un aimant. Ça va faire que vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez avoir des enfants. Ça va faire que vous allez faire tel métier. Ça va faire que vous allez avoir telle ou pas telle addiction, par exemple. Tout ça, ça vous programme. Et tant qu'on n'a pas compris certaines choses, eh bien, on y retourne. Regardez combien de personnes qui ont eu plusieurs partenaires dans leur vie et qui ont dit « Oh, mais à chaque fois, je tombe sur un homme qui est violent, ou je tombe sur une femme qui est infidèle, ou des choses comme ça, vous voyez ?» Mais pourquoi?
c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose que j'ai pas compris, et l'univers, il va me ressortir la même tartine à chaque fois, jusqu'à ce que j'apprenne ma leçon. Mais ça, on peut aller le chercher, ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? C'est ça qui est intéressant. Et donc, on sait que c'est, vraiment, ça nous met en condition. Oui? Quand on sait que dans nos vies antérieures, par exemple, moi et mon mari, on a su qu'on était 2 fois dans notre vie antérieure, il y a quelque chose à revoir, non? Ben, alors, ça, c'est plutôt aussi le voyage de l'âme. C'est aussi le voyage de l'âme. C'est là où on comprend la notion de famille d'âme, où on s'incarne toujours dans les mêmes familles et des âmes qui aiment être ensemble. C'est comme ça que moi, on explique souvent aussi en communication animale, par exemple, que une âme qui est très proche de vous et qui veut venir avec vous, mais de naître sous forme humaine, de grandir, d'apprendre à lire, à écrire, à marcher, à utiliser son libre arbitre, des fois on n'a pas le temps, boum, t'as un chat ou un chien qui arrive vers toi. Avec et on les reconnaît, ces âmes-là. C'est quand même assez rare en tant qu'humain de revenir ensemble. Non. Non. Vous pouvez lire des livres, par exemple, si ces choses-là vous intéressent. Vous avez Michael Newton, qui est hypnothérapeute américain, qui est décédé depuis. Lui, il a travaillé sur 7000 personnes, sur l'entrevie, les familles d'âmes et tout ça. Il explique bien tout ça. Michael Newton. Là aussi, sur YouTube, vous pouvez le voir, l'écouter, c'est très très intéressant. Donc on sait qu'elles sont vraiment, et on se les transmet de génération en génération. C'est toutes ces énergies. Elles forment des égrégores. Et ces égrégores, et c'est là où ça devient intéressant, on appelle ça aussi des entités. Alors souvent, quand on travaille, on parle d'entités qui viennent posséder, qui viennent polluer, qui viennent hanter une maison, etc. Et nous, on fait vite le rapport en se disant que ce sont des âmes qui viennent nous punir, nous chasser. Mais non. Ce que c'est l'empreinte énergétique qu'on a laissée derrière nous à un moment donné. C'est-à-dire, regardez, vous allez marcher sur une plage pieds nus. D'accord? Vous passez, qu'est-ce qui va rester? C'est l'empreinte de votre pied sur le sable. Oui, on peut le voir, mais vous êtes plus là. Et avec ces énergies, ça fonctionne de la même façon. Souvent, j'ai beaucoup nettoyé de maisons, vraiment beaucoup. Et souvent, on se dit, mais j'ai eu une fois un cas où vraiment j'ai senti qu'il y avait une âme qui était coincée là et on l'a aidé à partir. Mais tout le reste, ce sont des énergies résiduelles de la souffrance qui a été vécue. Je raconte l'histoire d'une petite fille qui n'arrivait pas à dormir dans sa chambre, d'accord? Et les parents la mettaient le soir dans la maison des grands-parents qui étaient juste à côté. Et donc, je viens, on nettoie le lieu, et on a compris que dans cette maison, il y a eu une grosse douleur. Il y a un enfant qui est mort, il y a presque 100 ans en arrière. Et donc, cette petite fille, quand elle est revenue, elle est retournée dans sa chambre, et elle a dit, mais j'ai des nuages sur les murs. Elle avait un papier peint où les parents avaient mis des petits nuages et tout ça, elle les avait jamais vus, parce que c'était noir pour elle. Et cette énergie, elle était sortie. Mais c'est pas cet enfant qui était là. C'est l'énergie résiduelle qui restait, ça qu'il faut comprendre. Et ça peut aller loin, c'est même des objets qui bougent, des choses comme ça, ou des bruits de pas qu'on pourrait entendre. C'est pas une âme qui traîne là, ce sont des énergies qui restent. Et c'est ça qu'on est. Donc faut pas avoir peur de ça. Parce que plus on en a peur, on les nourrit, ces énergies. Elles viennent vous vampiriser. Elles viennent vous aspirer votre essence vitale. Et elles suivent une famille. Et elles vont vous pourchasser. Elles vont se nourrir de votre souffrance. Il y a par exemple le gars qui a écrit Nos Solars, Chico Rabier. Il a écrit un livre là-dessus aussi, où il parle de ces entités-là. C'est vraiment quelque chose qui vient vous cannibaliser votre propre énergie vitale, et eux, ils se nourrissent de ça. Et ça fait partie pour moi du grand schéma de l'énergie positive qu'il y a dans notre univers, mais aussi l'énergie négative. Parce que si je veux voir la lumière, à un moment donné, il faut de l'ombre. Donc ça, il faut l'équilibrer. C'est le yin et le yang aussi. Vous voyez, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Donc, il faut se dire qu'à un moment donné, si dans une maison, vous l'avez remarqué vous-même, vous êtes invité dans la famille ou chez des amis et ils se sont engueulés juste 5 minutes avant. Quand vous rentrez, vous le sentez. Il y a des endroits où vous rentrez, c'est pas confort. Et il y a d'autres endroits où on rentre comme le couteau dans du beurre, quoi. On se sent bien, on est bien. C'est la perception de ces énergies. Et ces énergies, elles forment des égrégores qui suivent un individu
de par son histoire d'âme, de ce qu'il a fait avant, mais c'est aussi, ça va suivre une famille par rapport à ce qui s'y est passé. Ça suit une nation, un pays. Regardez la bande de Gaza. Ça fait 2500 ans qu'on est en train de s'entretuer là-bas. Et ça va nourrir, et ça va toujours, tu vois, c'est à un moment donné, ces gens-là, ils sont complètement impuissants par rapport à ces énergies-là. Ça les a complètement avalés, on va dire. Ça va, cette notion-là, oui? Ah bah ça, oui, bien sûr. Après, il y a une notion qui est importante, on va aussi y arriver, c'est le libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que moi, j'agis maintenant par rapport à ça? Parce que j'ai un libre arbitre, et c'est ça, toute la spécificité de l'incarnation humaine. J'ai le choix. Toujours. Bien sûr. Bien sûr. On a tous en nous une part d'ombre, mais c'est à nous de la canaliser. Et c'est là où on dit, c'est un peu ce que disait Charlotte avant, déjà en prendre conscience, c'est le début du process de libération de ça. C'est-à-dire, je suis pas victime de quelque chose, je suis peut-être co-créateur de quelque chose à un moment donné. Ou je l'ai été dans une vie d'avant, même si je sais pas quoi, mais j'accepte le fait de dire, j'ai pas toujours été, je sais pas moi, j'ai pas toujours été moine dans ma vie. J'ai certainement aussi été quelqu'un de moins bien. Et dans cette vie-là, j'ai fait des conneries aussi, comme tout le monde. Donc à un moment donné, voilà, soyons humbles. Hein. Donc déjà avoir conscience de ça, on commence à se regarder en face et ok, j'ai des choses à apprendre, je dois y aller et je dois faire. Les identifier, donc, c'est justement le travail sur le transgénérationnel qui souvent va me donner les renseignements. Il y a une chose qui traverse énormément, je dirais, les familles chez nous, il y a deux choses. C'est la souffrance des femmes et les abus sexuels. Que ce soit sur les enfants ou que ce soit des viols ou des choses. Mais ça, ce sont deux choses qui sont... Alors on pourrait se dire c'est rare, mais... moi, je suis sidéré. Quand je travaille avec les gens, tout ce qui sort, là, waouh, il y a du pain sur la planche, quoi. Donc là, à nettoyer tout ça. Mais ce sont deux facteurs qui sont énormes et qui aujourd'hui conditionnent aussi, pour moi, un certain mal-être dans notre société et qui ont déséquilibré le plateau entre la masculinité et la féminité. Où est l'équilibre? Il y a plus d'équilibre, il y a plus d'identité réelle. J'ai trouvé quand j'ai voyagé en Mongolie, par exemple, on a été invité chez un ami chaman. Et donc sa femme, c'est elle qui préparait à manger, etc. Et lui, il l'aidait pas. Alors je lui dis quand même, tu veux qu'on aille filer un coup de main à ta femme pour... Il dit non, chez nous c'est comme ça. Il a dit la semaine prochaine, il y a sa famille à elle qui vient, et c'est moi qui vais tout faire. Donc elle peut rester avec sa famille. Ils ont vraiment un balancier qu'ils ont gardé où la femme est une femme dans toute sa, c'est la maman, c'est vraiment, et puis en plus elle est porteuse de vie. Il y a même un chaman amérindien un jour qui a dit quand tu fais mal à une femme, tu fais mal à la terre-mère parce qu'elle est liée à l'énergie de la terre-mère. Vous voyez? Donc et ça dans notre société, on l'a complètement flingué. Et ça a créé énormément de problèmes et de soucis. Énormément. Et souvent, les animaux avec lesquels on vit, et ça m'arrive souvent aussi. Quelqu'un vient pour faire une com animale. J'ai un problème avec un animal, est-ce que vous pouvez nous aider? Et en fait, l'animal, il va bien. C'est l'humain qui va pas bien, et lui, il se met en alerte. Il se met en problème. Il absorbe l'énergie négative de l'humain pour essayer de montrer, mais regarde, il faudrait peut-être que tu penses à t'aider. Il faudrait peut-être que tu penses à faire quelque chose pour toi. Et il m'est déjà arrivé où on a fait une com animale, et après, les personnes, elles viennent. On travaille sur ces énergies-là ensemble, et ça libère l'animal immédiatement. On a plusieurs histoires comme ça. Je vais vous en raconter une que Karina a vécue, où à un moment donné, il y a une dame qui l'appelle pour un chien en Suède. Et ce chien, il était tout jeune, mais il était en train de mourir droit debout. Donc les vétos, ils savent pas quoi faire, il faut l'endormir, on va le piquer. Elle fait la com animale, et puis il s'avère en fait que le chien, tout ce qu'il a raconté, c'était la misère de cette femme. Et elle, quand elle a compris, elle
conscientiser et à vouloir s'aider, mais le chien, il s'est levé, il a marché. Moi, j'ai eu le même phénomène avec un cheval. On voulait l'abattre sur un pré, on a fait la com, le cheval, il a rien, les vétos, ils savent pas ce qu'il a. La dame, elle vient chez moi, le soir même, elle m'envoie une vidéo, le cheval, il galope dans le pré parce qu'on a fait le travail de libération pour elle. C'est des trucs de fou. C'est où ces animaux sont vraiment, je dirais, à un moment donné, même des messagers de nos guides, pour nous dire, oh, petit gars, tu te réveilles quand, là? T'es pas une victime, tu vois, il y a toujours ce sujet-là qui ressort. Toutes nos actions ont des conséquences, quelles qu'elles soient. Ça, il faut bien se le dire. Donc, réfléchissons. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense? Et ce fameux transgénérationnel. En chamanisme, on dit qu'il monte sur 9 générations. Et on est en train de tisser notre ADN avec notre famille, dans celle qu'on est né. On va recevoir ça, et l'histoire que porte mon âme correspond à l'histoire de cette famille. C'est pour ça que je suis né là, et que je vais vivre ce que je vais vivre pour, à un moment donné, m'éveiller. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est juste pour nous emmener sur un chemin d'éveil et de libération, pour sortir aussi du cadre de la réincarnation. 10 minutes. Faut faire vite. Donc l'importance des ancêtres, on en a parlé avant, hein, leur énergie, on les porte dans notre ADN, et on dit, comme j'ai dit, le karma, en chamanisme, on dit qu'il monte sur 9 générations, et c'est aussi quelque chose qui existe non pas seulement en Asie, mais pour avoir parlé justement, mais là, en Afrique du Nord, avec des chamans de là-bas, pas d'Afrique noire, mais d'Afrique du Nord, ils ont la même logique, ils ont les mêmes raisonnements très souvent. Et même Françoise Dolto, elle a fait des travaux là-dessus, et elle est remontée sur un cas précis, elle est remontée sur 7 générations. Elle a pu le tracer, le vérifier. Ce répétita qui se fait dans la vie des gens. D'où l'importance de transmettre l'histoire familiale. En Asie, on apprend aux gamins qui a été le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est écrit, ils ont un bouquin, ils le regardent, ils savent qui est qui. Ça permet de savoir. La connaissance, c'est vraiment le début de la guérison. Hein. Et là, on amène la compréhension, on amène surtout dans ce travail de l'inconscient, parce que souvent aussi, je le vis souvent, où il y a eu des violences de fait, surtout sur des enfants en bas âge, etc. Il y a quelque chose qui est enterré dans la personne, mais le mental, justement, dans son idée de protection, il va mettre une chape de béton. Tu t'en rappelles pas, mais tu sens que quelque chose te fait vibrer par rapport à ça. D'accord? Et c'est ça qu'on va alors chercher, qu'on va aller lever aussi. Enlever cette énergie dans la personne. On ramène de l'inconscient vers le conscient et on peut libérer. C'est ce que font les psys aussi. Très souvent. Et j'ai aujourd'hui des psychologues qui m'envoient du monde pour dire travailler avec eux parce que moi j'arrive au bout de ma science. Je suis bloqué là. Pour faire autre chose. La guérison, elle est où? C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, moi je dis aux gens, faites attention, quand on a fait du travail de guérison, de libération et tout ça, si je ramène toujours le même pot sur la table, et je commence à ressasser toujours le même truc, un jour je rappelle ces énergies vers moi. C'est à nous aussi de nous dire, maintenant j'ai fait le travail, ça c'est fait, c'est derrière, c'est loin, et j'avance. À toujours faire pareil, on obtient toujours le même résultat. La guérison, on est, donc c'est vraiment, il existe d'innombrables méthodes, ça vous pouvez y aller, travailler ces énergies en hypnose, sur de l'EMDR, en médecine chinoise, sur ce qui vous parle, hein, j'ai envie de dire vraiment, vous vous laissez attirer par ça. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le chamanisme, c'est le chant du tambour, la guimbarde et tout ça, je travaille ça avec ça, toujours la vibration. Vous voyez, parce que tout est dans notre ADN, dans nos cellules, notre corps, c'est 60% d'eau, c'est là-dedans, ça vibre, et on arrive à le sortir. Réponse du chaman, c'est ça. C'est un rituel de libération pour la personne, pour son âme aussi, et ça se fait toujours en reliance avec ses guides. Même parce que vous, tout seul, vous êtes rien. Moi, je suis pas un être humain. Je suis comme, voilà, je suis relié à la terre, mais après, ce sont le fait de me connecter à un égrégore, et le fait aussi de m'avoir entraîné à y aller, de l'avoir appelé régulièrement, ça a fait ça fait une liaison. Vous voyez, ça a fait la jonction. C'est une tradition qui est liée au chamanisme mongol et au bouddhisme tantrique, qui vient de là.
Et c'est vraiment fait en connexion à cet égrégore de guides très spécifique avec lesquels on peut travailler pour nettoyer ces énergies-là. J'aime aussi beaucoup la philosophie stoïcienne dans certains de ces paramètres, quand ça parle de congruence, aussi de résilience. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où je fais attention. C'est Sénèque qui disait, dis-moi, tu vois, montre-moi comment tu es vraiment quand tu es seul. Et là, je saurai ce que tu fais aussi quand tu n'es pas là. C'est-à-dire, c'est de coller. C'est pas seulement de dire les choses, mais de les vivre aussi. Si moi je dis quelque chose, je le vibre, mais je me l'applique à moi en premier. Je fais attention. Sinon, je vais me perdre. Et ce que j'essaye de transmettre aux autres, ça va être pollué par ça. Vous voyez ? Et une autre chose qui est importante, c'est le pardon. Souvent, quand on a été dans des épreuves de vie difficiles, quand on a souffert, souvent aussi de maltraitance, quand on a souffert en tant qu'enfant, on s'est fait taper dessus, on ne sait pas pourquoi. Ça, je l'ai vécu. Bon, j'avais une grand-mère qui était plutôt très spéciale, donc on avait plutôt peur de devoir y aller que de pas. Mais à un moment donné, quand on a compris ça, eh bien, on peut pardonner. Mais ça ne veut pas dire aussi, à un moment donné, si quelqu'un, vous pouvez pas aller le voir parce que c'est trop dur, d'apporter du vin ou du chocolat et puis des fleurs pour l'anniversaire. Non, on vous demande pas d'aller voir ces personnes-là, mais c'est de vous pardonner à vous-même d'avoir vécu ça. De vous mettre en paix avec ça. Le pardon, c'est ça, vous redonner la part. Ça appartient à lui, ça appartient à elle, et c'est son karma à elle qui est porteur de ça. Ne le prenez pas dans le vôtre, vous en avez pas besoin. Libérez-vous, avancez. C'est ça le message. Pour moi, la voie du pardon, elle est là. On commence déjà par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, ce sont vraiment des évidences, mais mettons-nous-les bien en mémoire. J'aurais aussi aimé, on a encore 5 minutes. Oui, bien sûr. Oui, enfin, si la viking... Si, voilà, if you are okay, I can still talk 5 minutes more. Ok, ben ça va, elle est ok, donc, tu vois. Mais sinon, attention. Large. Large. On est large encore? Oui, c'est... Oui, parce qu'à la nuit, jusqu'à la nuit, on peut y aller, donc on va parler des guides. Oui, bien sûr. C'est un sujet que j'adore. C'est cette connexion à nos guides, alors comment les rencontrer, qui sont-ils, etc. Donc, pour moi, le monde spirituel, comment moi je le ressens, c'est quelque chose qui est complètement dématérialisé. C'est comme le disque dur d'un ordinateur, en fait, mais il y a tout dedans. Et quand on retourne dans ce monde spirituel, on va être reconnecté instantanément, pour moi, à tout, à la vérité absolue de l'univers. C'est là où on va la retrouver, cette vérité absolue. Et on va être connecté à cette énergie-là. Et nos guides sont dans ces énergies-là. Mais comme nous avons, nous, humains, souvent besoin de repères, visuels, de choses, qui ont trait à notre vie, j'ai envie de dire, ben, ces guides peuvent aussi prendre des formes qu'ils ont peut-être eues, peut-être ces âmes viennent en prenant une forme qu'ils ont eue dans une vie, parce que ça va correspondre à ce que vous avez envie d'expérimenter, à ce que vous avez envie de faire. C'est ainsi que ces guides-là vont venir s'adapter à vous. Hein. Quand vous regardez le film Nos Solar, moi je suis surpris de dire, t'es dans le monde spirituel, vous dites, bah, tiens, tu fais quoi ce soir, tu viens manger à la maison? Je sais pas. Pour moi, ça me paraît un peu poussé loin. Dans la vie de l'âme, en fait, on va redevenir vraiment une pure source d'énergie, mais qui est complètement consciente de qui elle est, de cette âme. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous avez une goutte d'eau dans une pipette, vous la voyez, elle est là. Vous la mettez dans un verre d'eau, elle est plus là. Mais elle est toujours là, elle est toujours dans son énergie, elle est toujours présente, et c'est comme ça qu'on sera. Et ce sont ces guides, à ce moment-là, qui viennent vers nous et qui peuvent prendre des apparences de vie, etc., qu'ils ont eues pour venir travailler avec nous. Alors ça peut aussi être des animaux. Dans le chamanisme, beaucoup, les animaux totems, les animaux de pouvoir, et les guides aussi qui prennent ces formes. Et on peut vraiment aller à la rencontre de ces énergies pour essayer aussi de les saisir, de les comprendre. Et là, il existe différents moyens. Hein. C'est la méditation, mais c'est aussi le dessin intuitif, ces choses-là. Et je voulais vous montrer un travail qui avait été fait. C'est dommage, on le voit pas trop bien.
Le premier dessin qui avait été fait, c'était une amie à moi qui était avec moi souvent au collège Arthur Findlay à Londres. Et donc, elle rentre chez elle et elle aime dessiner les guides, les défunts et tout ça. Et elle reçoit ce guide et puis avec un message qui est écrit là, qui dit que, eh bien, et c'est, en fait, elle a fait ce dessin, elle l'a posé dans son atelier et elle savait pas du tout à qui ce guide correspondait, en fait. Et donc, au fil de l'eau, de temps en temps, on se retrouvait, c'était à Lutry, on va là-bas, on travaille ensemble, on fait des méditations avec un groupe, et puis on pratique la médiumnité, la guérison et tout ça. Et je reviens un coup de Findlay, et j'ai une des profs qui m'a dessiné mon guide. Donc elle me dit, tiens François, j'ai eu ton guide et je te l'ai dessiné. Donc avec un visage, avec un œil qui est un peu strabisme, hein, et cet arbre. Et donc le message qu'elle m'a écrit, c'est que laisse tes mots s'exprimer parce qu'il y a de la guérison dedans. Et derrière l'arbre, tu trouveras la vérité. Et en fait, après, quelques mois après, j'ai eu ce dessin-là, et c'est là où j'ai pu faire le lien entre les deux. Et celui-ci, là, on le voit pas très bien, mais en fait, ça, c'est un dessin qui a été fait avec une projection de peinture instantanée. On projette des pigments, ça c'est moi qui ai fait. Vous prenez des pigments de peinture, vous les jetez sur une feuille mouillée, et vous laissez apparaître ce qui doit apparaître. C'est exactement le même visage quand on le voit vraiment, ou on le regarde sur un téléphone, on voit que c'est exactement le même visage qui est là, avec beaucoup d'énergie qui ressort par la bouche aussi. Donc il y a vraiment un lien entre ces trois dessins. J'ai envie de dire, c'est aussi comme ça qu'ils se révèlent, et ensuite ils viennent vers vous en méditation. Quand j'ai commencé vraiment à pratiquer les soins chamaniques, très vite il y a des guides mais là ils sont venus d'une façon très forte, très précise. J'arrive à les laisser venir en moi, à s'exprimer, à parler, à donner des messages aux gens, et eux ils se sont clairement identifiés. Donc quand je travaille pour quelqu'un, je les appelle par leur nom et je leur demande de venir à moi pour faire justement ce travail. Donc ces énergies-là, elles se sont personnifiées à un moment donné pour spécifiquement travailler ça. Hein, ce que je vous disais, ces égrégores de connexion. Oui, alors lui c'est un érudit, c'est vraiment c'est un philosophe en fait, tu vois. Et dans l'énergie, il y a beaucoup justement de cette philosophie stoïciste dedans, et il m'a donné son nom. Donc quand j'ai commencé à chercher, je l'ai retrouvé aussi dans les écrits, dans les livres, etc. Il m'a dit que j'étais il m'avait dit un jour, j'ai formé des jeunes, j'ai formé la haute noblesse de l'État romain et tout ça, et en rentrant là-dedans avec son nom, j'ai pu faire le lien avec le philosophe qui a écrit des bouquins et tout ça, tu vois. Donc, ce sont ces énergies-là comme ça qui se manifestent. Alors oui, on a des guides qui sont premiers, qu'on a toujours, et selon ce qu'on fait, il y a des guides qui viennent se greffer ou se rajouter. Voilà. Et après, il y a des guides qui se rajoutent selon ce qu'on fait, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend. Si par exemple quelqu'un qui travaille en médiumnité à un moment donné, qui veut s'intéresser plus au travail avec les défunts, doucement, il y a des guides pour ça qui vont venir vers lui. Quelqu'un qui travaille là comme animal, il y a d'autres guides qui vont venir. Bon, comme animal, j'ai aussi d'autres guides qui viennent, que je ressens très fort et que je vois. Et ensuite, en chamanisme, également, des guides précis. Et selon les choix que tu fais, il y a des guides qui viennent pour t'aider. Bien sûr. Quelle différence tu ferais entre l'ange gardien et le guide? Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, c'est les guides. Je veux dire, voilà, c'est là aussi, j'ai encore du mal à m'imaginer que, tu sais, dans le monde spirituel, il y ait vraiment des êtres qui ont des ailes dans le dos. Je sais pas. Tu vois, peut-être je me trompe, mais je les ressens pas comme ça. Encore une fois, les anges, on les retrouve dans les religions monothéistes, tu vois, que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme ou dans la chrétienté, on retrouve les anges. Dans les cultures plutôt chamaniques, il y a aussi des entités, on appelle ça par exemple dans le bouddhisme des daikini, etc. Mais c'est un peu différent, tu vois. Le guide est plus important dans ça, et je crois que notre vrai ange gardien, c'est notre guide.
c'est le travail, c'est l'entraînement, c'est d'apprendre à rentrer dans l'énergie, comment on le fait, comment on se protège, pour ne pas non plus se laisser peut-être happer par une énergie du bas astral ou quelque chose comme ça, qui peut venir aussi, c'est de faire attention. Donc ça, on peut l'apprendre. C'est vraiment, ça s'apprend et on vient tous, comme j'ai dit, de la même source. La personne qui a envie de le faire, elle peut. Il y a pas ceux qui sont, il y a pas, je crois pas tellement aux élus, moi je crois plutôt à ceux qui bossent dur, et puis ceux qui à un moment donné ont pas envie d'y aller ou ça t'intéresse pas, t'as le droit aussi. Tu vois, c'est chacun selon sa motivation. Mais on est tous capables. C'est-à-dire pour moi, il y a pas de différence là-dedans. Vraiment pas. Et c'est Sénèque qui disait, seul arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Et ça, c'est l'histoire de notre âme, ça. Ouais. Pardon? Oui, ça peut, bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est votre guide qui peut s'adresser à vous. Et rencontrer son guide, c'est pas un quick fix. Je veux dire, à un moment donné, ou de dire, tiens, quelqu'un qui dit, ton ange, il s'appelle comme ça, ou ton guide, il s'appelle comme ça, etc. C'est un travail très personnel. Je veux dire, à un moment donné, on va ressentir vraiment d'où ça vient. Et c'est comme peut-être moi je le vois comme ça, c'est comme avoir des nouveaux voisins. Tu vois, on se voit, on se dit bonjour, et puis un jour on discute, et puis on se découvre. Tu vois, c'est une relation qui va aussi un peu au mérite. Et les guides, ils vont se dire, et avant d'investir leur énergie pour venir vers vous, parce qu'ils en mangent aussi au début. Quand vous ne savez pas travailler votre taux vibratoire, et que votre guide vient vers vous, lui, il donne énormément d'énergie pour venir vous voir. Et après, pour travailler, il va lui en manquer. D'où le fait de s'entraîner pour pouvoir baisser notre taux vibratoire au plus bas, parce que on sera bien connecté au monde spirituel. Et là, le guide, il peut vraiment rentrer en contact avec vous pour pouvoir travailler avec vous. Et là, il est efficace dans l'énergie. Et après, on se dit, c'est un peu, moi, je le vois comme ça. Je peux me tromper, mais ce que je dis toujours, c'est mon opinion. Hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Donc, et de dire, ça marche au mérite un peu, à l'effort. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, Charlotte. Oui. Non. Alors, les taux vibratoires. Le taux vibratoire de l'humain, alors ça c'est de la physique quantique pure, vous regardez n'importe quel bouquin sur YouTube, vous allez le trouver. Hein. Ça commence avec l'humain, c'est du bêta. Ils ont vachement bien trouvé le nom. Ça a une fréquence vibratoire qui tourne aux alentours au maxi des 38 Hz. D'accord? Quand je vais descendre, je commence dans la méditation, je descends. Le premier pas, ça va être le taux alpha. Le taux alpha, c'est le taux vibratoire de la Terre. C'est dans ce taux vibratoire qu'on retrouve aussi les animaux, la nature. C'est là où on peut communiquer avec les animaux. C'est très, comment dire, le pas est très léger. Tu peux être en alpha, tu restes concentré, tu te lèves, tu vas te chercher un verre d'eau, un café, tu peux continuer à travailler, tu restes dedans quand tu as l'habitude. Après, on a theta et delta. Donc là, on va descendre beaucoup plus profondément et on va être sur des transes profondes. Et à ce moment-là, on est assis, on bouge plus, quoi, je veux dire. Ou alors, on est sur des trans chamaniques où on peut bouger, etc. Mais on n'est plus tellement là. Ce qu'on a fait à ce moment-là, dans ces états-là, quand on revient, moi, ça m'arrive souvent, je me dis, attends, où je fais des soins, je descends souvent très bas, et je me dis, mais, je reviens, et puis je me dis, mais attends, aujourd'hui, on est quoi? Je suis quel jour? Est-ce que je suis le matin ou le soir? J'ai besoin de quelques secondes pour me retrouver dans l'espace-temps. Voilà. Donc, on descend. Parce qu'il y a cette image du ciel. Par contre, il y a une fréquence qui s'appelle gamma, qui monte à 100 Hz. Et donc, il y a beaucoup de médiums, quand ils font de la médiumnité de contact, vous en voyez, ils sont complètement excités comme ça. Tu vois ça? Eux, ils montent en gamma. Parce qu'à un moment donné, ils sont bien connectés et ils ont une énergie qui commence à pousser. Donc là, ton taux vibratoire monte, tu arrives presque à 100 Hz et tu as ton lobe gauche et ton lobe droit qui fonctionnent simultanément pour la même chose de ton cerveau. Tu vois? Donc ce qui fait qu'on est vraiment clair et ça nous arrive souvent, par exemple, Eureka.
Tu vois, t'es au boulot, j'ai trouvé le truc, on est tout content, j'ai compris le machin, là on monte en gamme. Hein. Mais dans la vraie connexion, dans la méditation, tu regardes les moines bouddhistes quand ils travaillent, hein, quand ils ont mis les petits bigoudis sur la tête à Mathieu Ricard, lui, il descendait dans son énergie. Il était pas là. Donc ça, il faut bien le. Mais il y a je monte, tu vois, parce que parce que monter, c'est aller vers le ciel, et puis descendre, c'est aller vers l'enfer. Ouais, ça, j'ai jamais vécu. Ouais, c'est quand ça, ce sont vraiment je vous le dis, pour l'avoir beaucoup travaillé. Moi, je vous invite à faire ces recherches sur les fréquences vibratoires. Vous les regardez ça, ce sont des musiques et des choses comme ça. On est beaucoup dans du New Age. Ça, c'est ce que nous, on a appris en Angleterre à l'école. C'est ce que les anglo-saxons aux États-Unis, tout ça, travaillent également je descends dans l'énergie. Et quand vous méditez, c'est logique. Vous descendez dans c'est plus logique, quoi. Et quand on mesure ces fréquences vibratoires, à ce moment, elles baissent. On est dans des états de sommeil. D'ailleurs, c'est un travail qui est intéressant à faire quand on a du mal à s'endormir, c'est de se connecter. Et puis, quand on est allongé, on peut s'endormir. C'est vrai, ça peut paraître surprenant, mais c'est ce qu'on enseigne nous aussi dans nos cours quand on travaille là comme animal. Et là, ça vient. Parce que si vous êtes là, c'est vraiment votre mental, il tourne à 400 à l'heure. Là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Yes. Donc elle a dit, maintenant, elle t'a laissé les rênes. Merci, Carola. Alors, si vous avez encore des questions par rapport à... C'est un peu quand on parle de cette connexion anti-guide, c'est un travail, c'est uniquement un travail qui fait le rendu. Oui. Pour toi, il n'y a pas d'individu, des capacités. Alors, oui, alors bien sûr. Pas ces capacités. Voilà. Moi, je dis, c'est comme faire du vélo. Tu vois, je dis toujours, je prends ce truc-là. On peut tous faire du vélo à un moment ou à un autre. Hein. On fera pas tous le Tour de France, mais on peut faire une jolie balade. Donc, il y a vraiment cette notion-là, elle est réelle aussi. Il y a des personnes où aussi, dans leur chemin de vie, sur ce que l'âme a choisi à expérimenter, de rentrer dans les énergies de guérison, etc., qui auront des connexions qui seront peut-être plus fortes, à un moment donné, plus faciles à aller chercher, ça je conçois. Mais tout le monde peut. Il n'y a pas quelqu'un qui doit rester juste ignorant et juste écouter ce que les autres disent. On a tous notre libre arbitre, on a tous la capacité à ressentir, à développer quelque chose, donc utilisons-le. Mais il faut le vouloir, c'est le libre arbitre, il est super important là-dedans. Je pense qu'aussi, quand nos guides viennent nous chercher quand il se passe des choses, on n'est pas obligé non plus d'aller là-dedans. Non. On parle toujours, il y a aussi peur, envie et tout le temps, on est bien venu les chercher dans des très grandes réalités. Je pense qu'on a aussi le droit de se dire, bah non, moi j'ai pas envie d'aller là. Ça, on n'en parle pas beaucoup, on parle oui, non mais bien sûr, ouais. Bah c'est le libre arbitre et à ce moment-là, c'est de s'autoriser aussi c'est aussi s'autoriser à ce moment-là à l'exprimer. Alors ça, c'est par exemple un travail que je fais de temps en temps aussi pour des enfants. Souvent, on sait que les enfants sont très connectés. Pour beaucoup d'enfants, ils voient beaucoup de choses et tout, ça peut un peu les perturber. Donc, on peut mettre ces énergies en dormance et puis quand ils seront adultes, pour ceux où c'est vraiment fort, bah, ça reviendra vers eux et c'est eux qui choisiront est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Ne veulent pas. Mais ça, vous pouvez, c'est votre libre arbitre, mais vous l'exprimez. C'est à un moment donné, je choisis, je me positionne, c'est-à-dire je reste pas. C'est très très important, c'est le pouvoir de l'intention. Poser des intentions claires. Ne restons pas alambiqués parce que à un moment donné, et puis d'ailleurs pourquoi est-ce que le monde spirituel il a besoin de médiums? Si maintenant il voulait envoyer de la guérison, le guide il sait que tiens Pierre, Paul ou Jacques il est malade, il pourrait, il a besoin de l'intention. Cette énergie elle a besoin d'être canalisée, elle a besoin d'être, et ça c'est le libre arbitre humain, c'est ce pouvoir décisionnaire que nous avons et cette volonté de faire ou de ne pas faire, mais exprimons-la.
Donc même si maintenant vous n'avez pas envie de vous ouvrir à cette spiritualité-là, vous leur dites, bah, les gars, s'il vous plaît, moi, vous me foutez la paix. Et ça va se calmer. Oui, mais vous avez le choix. Si vous voulez faire, si vous avez envie de vous mettre la tête dans le mur, qui n'a pas vécu la situation où on se dit, je sais que je vais me planter, mais j'y vais. On l'a tous fait, le mauvais choix. Et on savait qu'on le faisait. Parce qu'on a le libre arbitre. Parce que là, moi, je dirais, c'est le mental et l'ego qui intervient et on ne suit plus notre instinct. C'est l'humain et on ne suit plus notre instinct animal et on laisse cette partie-là de prendre le dessus. Mais on le sait. Mais on a le libre arbitre. Le guide, il pourrait dire, non, tu vas pas aller là parce que je vais te fermer la porte, ou je vais pas ouvrir la porte, ou tu vas pas, non, vous avez le libre arbitre. Et c'est quelque chose de très puissant. Et l'échec est formateur aussi. Ça, toute façon, tout forme. À un moment donné, puis on retrouve cette phrase de Sénèque avant, qui dit que, à force d'avoir pris des baffes, on se renforce, hein. C'est ça aussi. Voilà. Question, Avec merci. plaisir. Merci beaucoup.